En une matinée, déjà, on avait déjà fait 5 allers-retours dans les écoles différentes pour emmener tout le monde en classe. Et après, nous, on partait travailler. Donc, on commençait vers entre 9h, 9h15, je pense, 9h30. Et le soir, on avait du mal à terminer avant 20h. Donc, on arrivait tard à la maison et il fallait faire le dîner, gérer les devoirs, voilà, les machines, enfin, comme toute mère de famille, quoi. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Donc bonjour, je m'appelle Isabelle. J'étais office manager dans un cabinet d'avocats parisien et j'ai décidé de quitter Paris pour m'installer à la campagne où j'ai repris le café de mon village. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu es née et combien de temps tu es restée à l'endroit où tu es née puisque tu as beaucoup déménagé quand tu étais petite? Alors, donc mon papa était militaire, donc j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Je suis née en Allemagne. Mon papa est originaire du Périgord et maman est italienne. Et après, on a déménagé tous les 2 ans pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que je sois en âge d'habiter seule après pour mes études. Est-ce que tu peux me citer par exemple quelques-uns des pays par lesquels tu es passée dans ton enfance à cause du métier de ton père? Alors, c'était des villes. Donc, je suis née en Allemagne. Ensuite, on a déménagé en région parisienne, à Bois d'Arcy. Puis ça a été Besançon, ensuite Angers, ensuite la Nouvelle-Calédonie et Bordeaux. Et puis la Nouvelle-Calédonie, où j'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis revenue à Bordeaux. Et comment tu l'as vécu de déménager comme ça régulièrement tous les 2 ans quand tu étais enfant? On l'a bien vécu. Bon, c'était un déchirement à chaque fois qu'on devait quitter nos amis, enfin nos copines, nos copains et nos copines. Mais très vite, l'endroit où on arrivait, on se faisait de nouveaux amis. On a été, je pense, très adaptables comme enfants. Donc ça a été assez facile pour mes parents. Et ça nous a rendu vraiment, tous les 4, mes frères et sœurs et moi, on est des gens adaptables. Parce que déménager comme ça, devoir à chaque fois découvrir un nouvel endroit, s'adapter, se faire au nouveau lieu, ça donne des grandes capacités de mouvement. Et est-ce que ça a laissé des traces chez toi, ce mode de vie? Est-ce que tu as constamment besoin de changement? Il y a des choses qui sont restées, le fait de souvent déménager comme ça? Ah oui. Pendant des années, à chaque fois que j'étais dans un appartement, j'avais besoin de refaire toute la déco, de changer les meubles de place. Et encore aujourd'hui, là j'habite maintenant depuis 5 ans dans la maison ici à Tavers. Mais j'ai très très souvent besoin de modifier les meubles, de changer les meubles de place, de modifier la déco pour avoir l'impression d'avoir un petit peu bougé. Est-ce que tu peux me parler de la relation que tu avais avec tes parents quand tu étais enfant? Alors oui, la relation avec mes parents était avec des hauts et des bas. C'était un petit peu compliqué à l'adolescence surtout, parce que j'avais un papa qui était quand même assez strict, assez autoritaire. Et j'étais une personnalité, je pense, quand même assez créative. Et donc il y avait parfois des frictions entre lui et moi. Maman était plus souple, plus câline, plus affectueuse. Voilà, donc ils se complétaient tous les deux. Et puis nous, on abusait un petit peu de côté de maman qui faisait le tampon. Voilà, mais globalement, c'était des belles années. Et tu m'avais dit, et tu viens de le dire, que toi, tu étais quelqu'un de créative et ton père t'empêchait un peu d'exprimer ce côté-là. Est-ce que tu peux être plus précise? Est-ce que, par exemple, tu as voulu faire, je sais pas moi, des cours de dessin, il t'a dit non? Enfin, en quoi ça se concrétisait? Alors le côté de papa qui était très sérieux, très droit, assez rigide quand même par son éducation et par son métier, ça avait des conséquences au quotidien sur des tas de petits détails. Par exemple, j'avais pas trop le droit de porter du rose, ni d'avoir la frange, évidemment pas le droit de me maquiller, ni trop de porter des bijoux. Il y avait pas mal d'aspects comme ça de ma personnalité qu'il avait du mal à avoir un petit peu s'épanouir. Et puis c'est vrai que j'ai pas été dans un milieu de gens créatifs qui ont encouragé ces aspects-là chez moi. Mais je regrette pas du tout parce que sa droiture, sa rigueur, ses exigences sont des choses que j'ai développées du coup de manière peut-être plus que d'autres.
Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol et d'avoir la possibilité d'exprimer ma créativité, mais tout en étant les pieds sur terre. Donc ça m'a beaucoup aidée en fait. Et est-ce que aujourd'hui tu sais pourquoi est-ce qu'il t'empêchait par exemple de porter du rose? Est-ce que tu en as déjà parlé avec lui? Tu sais d'où ça vient ou J'en ai jamais vraiment parlé avec lui, mais je pense que maman était peut-être moins féminine que moi et qu'il n'était pas très habitué parce que sa maman non plus n'était pas forcément une femme très féminine, sa sœur non plus. Donc il était entouré de femmes qui étaient qui étaient peut-être un petit peu plus sobres et qu'il se demandait un peu cette fille là. Comment il allait la gérer en fait. Il était peut-être un petit peu désarçonné ou inquiet aussi de savoir un peu comment j'allais évoluer. Et voilà. Donc c'était surtout ses peurs en fait qui s'exprimaient. Et tu m'as parlé rapidement de tes frères et sœurs. Est-ce que tu peux me détailler combien tu avais de sœurs, combien tu avais de frères? Et est-ce que ton père avait le même comportement avec eux qu'il avait avec toi quand vous étiez petits? Alors, donc j'ai deux frères et une sœur, un grand frère et une grande sœur aînée, qui étaient les deux grands à la maison, et puis mon frère qui a 18 mois de plus que moi et moi, donc on était les deux petits. Papa était plus souple avec les garçons, clairement, qu'avec ma sœur et moi. Il avait, je pense, beaucoup moins de peur vis-à-vis d'eux. Voilà, mais il était exigeant avec eux de la même manière qu'avec nous, et voilà, ils ont très bien réussi aussi, parce que je pense qu'on a tous eu vraiment une excellente éducation, des très bonnes bases, beaucoup d'exigences qui nous ont pesé enfants et adolescents surtout, mais qui finalement dans la vie d'adulte nous ont énormément apporté. Je change de sujet. L'école, comment ça se passait pour toi de la primaire au lycée? Alors l'école, ça s'est bien passé. J'étais studieuse, j'avais des bons résultats, j'étais un peu bavarde, pour pas dire très bavarde. J'avais beaucoup de commentaires de mes profs dans les bulletins qui disaient que j'étais trop bavarde. Mais oui, j'étais une élève studieuse, sérieuse, donc j'ai bien travaillé. Et t'aimais ça? T'appréciais apprendre? J'ai toujours apprécié d'apprendre. J'ai toujours énormément aimé apprendre. Et encore aujourd'hui, ce que j'ai fait avec l'atelier des chefs, ça m'a énormément plu d'apprendre encore quelque chose de nouveau. Ça, on y reviendra à l'atelier des chefs un peu plus tard. Et donc, tu as eu ton bac, même 2, tu pourras me le dire. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire après tes 2 bacs, du coup? Oui, j'ai eu 2 bacs parce que le premier, je l'ai passé en Nouvelle-Calédonie. Et comme l'année scolaire est décalée, j'ai eu mon bac là-bas en décembre. Et mes parents m'ont obligée à repartir au lycée du mois de janvier à juin en métropole. Et le lycée où je suis allée, ils m'ont forcé à repasser le bac pour pas que je distrais les autres élèves. Donc ils m'ont forcé à mettre un enjeu, donc ils m'ont fait passer une autre série. J'avais passé une série B, donc éco à l'époque en Calédonie, et ils m'ont fait passer la série A, philo, en métropole. Donc j'étais à Bordeaux, et voilà, donc j'ai eu 2 bacs. Ça sert absolument à rien d'avoir 2 bacs dans la vie. Et ensuite j'ai fait des études de droit. Voilà, à l'époque j'avais bien envie d'être juge pour enfants. Et et je pense qu'il y avait une part de moi qui avait besoin de cette rigueur, et c'est des études qui m'ont demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, surtout que j'étais toute seule en métropole, puisque mes parents étaient en Calédonie, donc ça a été assez difficile, toutes mes années d'études à Bordeaux, mais ça m'a beaucoup apporté. Et est-ce que tu as apprécié quand même ces études de droit? Tu as retrouvé la rigueur que tu recherchais? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment permis de comprendre comment je fonctionnais, ça m'a fait découvrir aussi mes capacités de travail. Et puis, ça structure l'esprit en fait. Ça permet d'avoir un raisonnement assez rigoureux. Donc c'est très formateur les études de droit pour tout en fait après. Donc l'arrivée en métropole après mon bac en plein mois de janvier, ça a quand même été violent parce que on arrive en plein hiver. À Bordeaux il pleut quand même beaucoup. Donc toutes ces journées où je me réveillais le matin, où il faisait froid, où il faisait gris, où il y avait ce petit crachin bordelais, c'était quand même vraiment difficile. Il y avait l'impression que la terre avait été décolorée, enfin oui, c'est vrai que c'était rude. Et puis mais j'ai réussi à me faire des amis très vite. J'ai été très vite adoptée par les Bordelais, donc heureusement, nombre d'entre eux avaient des maisons sur le bassin d'Arcachon. Et j'allais quand même très souvent voir la mer et mettre mes pieds dans le sable, donc ça m'a aidée dans la transition. Il y a d'ailleurs beaucoup de Calédoniens qui s'installent soit à Bordeaux, soit à Montpellier, parce qu'on a tous ce besoin de revenir à la mer, au sable, etc. En termes de culture, le choc a aussi été très violent parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc la Calédonie, c'était un petit bout de caillou perdu dans le Pacifique.
Et tout arrivait là-bas avec 6 à 8 mois à 1 an de retard. Donc on avait les films avec au moins 6 mois, voire 1 an de retard. On avait les musiques aussi très tardivement. On n'avait aucun accès à la mode. Donc je me suis rendu compte en vieillissant que tous les gens de mon âge avaient une culture de musicale, cinématographique, etc. très riche de leurs années d'étudiants ou de leurs années de lycée, etc. Et que moi je l'avais pas parce qu'en Calédonie on était privés de tout. Aujourd'hui c'est plus du tout pareil. Avec Internet, la Calédonie s'est complètement remise au goût du jour. Mais à l'époque la différence était vraiment énorme. Et le manque de tes proches quand t'es arrivée en France? Ça, c'était très dur. On avait très peu de moyens de communiquer puisqu'il fallait se téléphoner et on avait un temps d'attente très long entre chaque phrase. Donc quand je disais « Allô », j'entendais mon écho et j'entendais maman qui disait « Allô ». Et donc il fallait jamais parler en même temps, il fallait qu'on s'écoute, qu'on attende que l'autre ait fini sa phrase pour qu'elle soit entièrement parvenue à nos oreilles et qu'on ait le temps de répondre. Donc ça rendait les conversations très spéciales. Et on s'appelait 1 fois par mois, quoi, parce que ça coûtait à peu près à l'époque 20 francs la minute. Donc on atteignait des sommes astronomiques dès qu'on se téléphonait. Donc voilà, on était vraiment très coupés les uns des autres. Donc je reviens à tes études de droit. Après tes études, t'es pas devenue juge pour enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et qu'est-ce que tu as fait après? Alors pendant mes études, j'ai rencontré donc mon mari, Thierry, qui était étudiant à Santé Navale à Bordeaux, donc pour faire des études de médecine dans le cadre de l'armée. Et donc on a énormément travaillé tous les deux, lui en médecine, moi en droit. Et j'ai très vite compris que dans une vie de couple où on aurait tous les deux une vie intense, lui médecin et moi juge, ça serait magistrat, ça serait compliqué. Donc très rapidement, j'ai décidé de pas tenter la magistrature. Le concours d'avocat m'a jamais attirée. Donc j'ai décidé d'être juriste. Je me suis orientée vers un DESS de droit de la santé parce que comme par son biais j'ai eu accès au milieu médical, j'étais vraiment très attirée par le milieu médical et je trouvais ça très intéressant d'aller justement concilier à la fois les études de droit et la médecine. Et puis quand je suis sortie de mes études, j'ai commencé à avoir des enfants et puis après ça a été compliqué donc je m'en suis tenue à mon DESS de droit. Et est-ce que tu l'as pas mal vécu de te sacrifier entre guillemets? Parce que du coup tu n'as pas fait magistrat pour être juriste. Tu l'as jamais mal vécu? Tu regrettes pas cette décision? Non, j'ai pas regretté les choix que j'ai faits. J'ai pas considéré ça comme un sacrifice parce que mon mari était vraiment un médecin né. Enfin, c'était une vocation chez lui qui était tellement magnifique, tellement incroyable que c'était naturel pour moi Il était beaucoup plus médecin que moi j'étais magistrate dans l'âme, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était important d'être à son soutien, vraiment à ses côtés pour l'accompagner parce que c'est des études hyper dures, très longues. Et je crois que toute ma vie avec lui, aujourd'hui on est divorcés, mais toute la vie que j'ai partagée avec lui, il a étudié et passé des examens et des concours, quoi. Donc c'était bien pour moi. Et puis j'ai été contente d'être à la maison, d'avoir les enfants, de m'occuper des enfants. Puis j'ai vite repris le boulot après. Je pense que ma vie aurait été très différente si j'avais pas rencontré quelqu'un qui était aussi investi dans son travail. J'aurais eu effectivement plus de place pour réfléchir à mon propre parcours et peut-être prendre les choses différemment. Mais j'étais aussi issue d'une famille de fonctionnaires puisque maman était responsable de CDI dans les lycées. Et papa militaire, donc tous les deux n'ont jamais vraiment fait un CV et cherché du travail. Donc je suis pas dans un milieu habitué au monde professionnel tel qu'on l'entend vraiment aujourd'hui et comme on l'entendait déjà à l'époque. Donc ça m'aurait de toute façon demandé un gros travail d'aller me mettre sur le marché du travail, de découvrir tout ce monde. Surtout que la Calédonie, ça vous déconnecte énormément de la vraie vie, puisqu'on vit quand même un peu les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable. Donc quand je suis arrivée, je sentais que j'avais un décalage et ça a certainement joué aussi dans mes choix. Mon premier mari, donc Thierry, dont je viens de parler, est donc calédonien depuis plusieurs générations. Toute sa famille est très implantée là-bas. Et effectivement, quand je l'ai rencontré à Bordeaux lors d'une soirée rallye, comme il y en a là-bas, c'est vrai que entre nous, ça a matché immédiatement parce que la Calédonie nous a forcément reliés instantanément. On était tous les deux un peu en manque de notre île, c'est sûr. Et donc à un moment, quand tu étais juriste et lui médecin, il a été muté à Paris.
Et là, vous avez déménagé à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer cette partie de ta vie et surtout comment tu l'as vécu de passer de Bordeaux à Paris du coup? Alors quand Thierry donc a passé le concours de médecine, il a obtenu un poste de neurologue à Paris parce que dans les études de médecine, dans le cadre militaire, on choisit une spécialité et la spécialité elle est associée à un hôpital dans lequel il y a une place. Et la spécialité de neurologie c'était au Val-de-Grâce. Donc ça a été la douche froide pour tous les deux. On s'est vraiment pris un gros coup de massue parce que lui, il avait vécu quasiment tout le temps outre-mer aussi avec son papa, qui était aussi médecin militaire. Et du coup, on avait imaginé notre vie partout, Madagascar, l'Afrique, pourquoi pas la Calédonie, Tahiti, enfin tous les endroits où la France est implantée avec l'armée. Et on n'avait jamais envisagé une seconde de vivre à Paris. Donc ça a été un très gros choc. Alors lui, il a été très vite pris par le travail, son quotidien s'est très vite enrichi, mais moi j'ai fait une très grosse dépression et ça a été difficile. Qu'est-ce qui était difficile exactement? La ville était difficile. Le fait de vivre dans une ville aussi importante avec tout ce gris, tous ces immeubles, toutes ces voitures, tous ces gens. C'est après la Calédonie, moi j'avais donc vécu à Bordeaux. Après notre première mutation, ça avait été Nîmes, où c'est vraiment quand même très protégé comme petite ville de province et on est à la plage en 2 secondes. Donc ce qui m'a vraiment choquée à Paris, c'est le froid, le gris, le monde, les voitures, les immeubles. Voilà. Le fait qu'on n'était plus du tout connecté à la nature. Par exemple, une des choses que je ne supportais pas au départ à Paris, c'était le métro évidemment, mais c'était quand on sort du métro par les escaliers et qu'on a ce froid et cette pluie qui nous dégouline des escaliers quand on arrive au niveau de la rue. Non mais ça, pour moi, c'est un des pires moments. J'ai horreur de cette sensation de ce froid qui nous tombe dessus le temps de monter les marches et d'arriver au niveau de la rue là. Oh, c'est glacial. Rien qu'y repenser, je déteste. Et pourtant, j'adore Paris. Je trouve que cette ville est sublime. Mais voilà, elle est aussi difficile au quotidien en fait. Elle fait pas tout le temps beau et c'est pas tout le temps. On n'est pas tout le temps en train de flâner en se promenant sur les ponts quoi. Quand on a dans la vraie vie, c'est quand même une ville qui use, qui prend l'énergie. Pour moi, je pense que c'est une ville qui prend l'énergie et qui n'en donne pas. Donc, une fois que tu es arrivée à Paris, tu as exercé, je crois que tu m'avais cité à peu près 3 métiers différents jusqu'à devenir office manager. Est-ce que tu peux, entre guillemets, me lister ces métiers assez rapidement que tu as fait jusqu'à ton avant-dernière expérience? Donc, lorsqu'on est arrivé à Paris, on avait déjà donc, on a eu une petite fille très vite. Et ensuite j'ai eu 2 garçons et malheureusement on s'est séparés avec Thierry, mon premier mari, et donc j'ai dû reprendre un peu en urgence un métier. J'avais exercé à Nîmes dans un cabinet d'expertise comptable où je m'occupais du juridique de tous les clients du cabinet. Je m'occupais de leur contrat de travail avec leurs salariés, de la paye, tous ces aspects-là. Et puis j'avais pas du tout envie de reprendre dans ce domaine-là quand j'étais à Paris. Donc quand on s'est séparés, j'ai dû reprendre une activité un petit peu en urgence. Et je suis partie travailler pour une marque qui s'appelle Le Phare de la Baleine. Donc c'était une marque fabriquée en France, qui était avec des belles matières, des beaux imprimés, etc. Donc c'était assez qualitatif, c'était sympa. Et très vite j'ai progressé et je suis devenue responsable de boutique pour eux. Et ensuite, quand j'ai arrêté, je suis devenue négociatrice en immobilier d'entreprise pour l'entreprise DTZ. Donc là, je devais faire visiter des locaux de bureaux à des clients. Et puis ensuite, j'ai été conseillère en investissement financier. Donc je conseillais les particuliers pour tout ce qui était patrimoine. Et après, c'est par ce biais-là que j'ai rencontré l'avocat avec qui j'ai travaillé, qui est devenu mon client. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Et comme il lançait une nouvelle activité en France qui s'appelait la fiducie, je suis allée développer tout cet aspect de la fiducie avec lui dans son nouveau cabinet. Et on a monté ça ensemble. Enfin, il a tout fait, mais j'étais au soutien. Je pense clairement avec le recul que rien ne me convenait vraiment profondément. C'est-à-dire que c'était plus des boulots que j'avais pris un peu dû à l'urgence, etc. Le premier boulot que j'ai pris au Phare de la Baleine, c'était parce qu'il fallait bien que je trouve un travail. Le deuxième, négociatrice en immobilier d'entreprise, c'était parce que j'en avais un peu marre de la mode, de ce côté cyclique. Et je tournais en rond, donc je me suis dit que je pouvais aller essayer de travailler dans l'immobilier parce qu'il y avait beaucoup de contacts avec les clients. Il fallait
il fallait avoir un bon relationnel aussi. Mais ils ont très vite fait il y a 2008 qui est arrivé, ils ont dû faire un plan social très important et je me suis dit autant arrêter tout de suite parce que c'était un métier où il fallait travailler beaucoup pour réussir, de nombreuses années. Donc j'ai préféré, j'ai vite vu que ça allait pas être vraiment voilà, l'endroit où j'allais m'épanouir. Et ensuite, conseiller en investissement d'entreprise, ça a été très sympa. Mais après, comme j'ai eu ce client avocat avec qui j'ai sympathisé et qui m'a proposé d'aller vivre cette aventure de la fiducie avec lui, ça m'a quand même énormément plu. Donc je reviens à ce que tu disais, donc que tu as suivi l'avocat. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consistait, ce que tu faisais, office manager, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Donc le métier d'office manager, c'est lui, cet avocat qui m'avait donné ce titre. Il trouvait que ça résumait bien mes fonctions au sein du cabinet. Donc au départ on était tous les deux, on a commencé comme ça et puis petit à petit le cabinet s'est développé. Mais j'avais gardé donc tous les aspects organisationnels du cabinet. Donc quand on s'est installé dans des nouveaux locaux, faire toute la déco, toute l'installation pour que tout le monde soit bien. Je faisais partie du recrutement aussi pour recruter les nouveaux collaborateurs. Et puis au fur et à mesure, on a développé les contrats de fiducie avec les personnalités et les marques. L'avocat fiduciaire, c'est quelqu'un qui en fait devient propriétaire des attributs de la personnalité de la personne. Donc sa voix, son image, ce qu'elle peut exploiter et qui peut être rémunérateur pour elle. Et l'idée, c'est d'aller donc utiliser ces attributs pour les mettre au service des marques pour qu'elles puissent s'en servir. Voilà. Mais comme c'est encadré juridiquement par un contrat, qui a une obligation de résultat, c'est-à-dire d'obtenir un certain montant de rémunération pour la personnalité de la part du fiduciaire, du coup la personnalité, elle est elle aussi obligée de respecter les termes du contrat et donc de prendre soin des attributs de sa personnalité. C'est-à-dire qu'elle doit prendre soin d'elle, elle doit faire attention à son image, elle doit faire attention à ses comportements et donc ça permet de protéger la personnalité déjà des gens autour d'elle qui pourraient avoir envie d'être un peu satellite et de venir s'occuper de son image. Il y en a beaucoup à qui ça arrive, famille, amis qui tout d'un coup deviennent des pros de la gestion des contrats. Et puis ça leur permet aussi de se souvenir qu'elles doivent faire attention à elles et ne pas faire n'importe quoi dans les médias, dans la rue, parce que sinon elles portent atteinte aux attributs de leur personnalité et donc elles portent atteinte à la pleine exploitation du contrat. Et qu'est-ce qui te plaisait en tout cas au départ dans ce métier? C'est un métier passionnant parce que on touche à tous les domaines, on a affaire à des personnalités donc très, très différentes. On a des contrats avec des marques qui sont très différentes. Chaque histoire qui est racontée entre la personnalité et la marque est différente. Donc c'est extrêmement enrichissant. Donc, il y a à la fois le côté juridique qui me plaît, qui est très carré, du fait que ce soit des contrats et qu'on doive les respecter à la lettre. Et puis il y a le côté extrêmement créatif derrière de l'histoire entre la personnalité et la marque, qui vient énormément enrichir le quotidien au niveau du travail. Et en même temps que ce métier, tu avais aussi ta vie de famille, parce qu'il faut que tu expliques que tu avais refait ta vie et vous étiez à 6 et c'était quand même un métier assez prenant. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà que tu as refait ta vie et tout ce côté où il fallait aussi gérer la vie de famille malgré vos 2 emplois du temps assez chargés avec ton mari? Donc dans les années 2008-2009, j'ai rencontré quelqu'un avec lequel je partage toujours ma vie aujourd'hui, avec qui je me suis mariée et avec qui j'ai eu une petite fille. Donc lui avait lui-même 2 enfants, donc on s'est retrouvés à Paris avec 6 enfants. Et donc le quotidien était assez dense puisque le métier que j'exerçais était quand même un métier très prenant. Et lui-même, il est avocat aussi, donc c'est vrai que le quotidien était un peu à fond, à 100 à l'heure. Et c'est comme ça qu'on a acheté cette maison ici à Tavers, à la campagne, où j'ai maintenant ouvert mon café, parce que ça nous permettait les week-ends de souffler un peu et d'aller prendre l'air à la campagne. Parce que le fait d'être 6 à Paris, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui était essoufflant? Qu'est-ce qui était dur à vivre? La vie à 8 à Paris, avec 6 enfants, avec des différences d'âge assez importantes, c'est vraiment un challenge, parce que il faut gérer les emplois du temps de chacun, les devoirs à faire, les activités extrascolaires. Quand vous avez l'idée d'aller faire un événement, il y a 200 000 Parisiens qui ont la même idée que vous, donc il y a 1 heure d'attente. Les enfants, ils ont faim, ils sont fatigués. Celui ou celle en poussette, il en a marre. Donc c'est hyper dur.
disons que ça tue la spontanéité. Il faut être hyper organisé, il faut être dans l'anticipation un peu de tout le temps. Et c'est usant en fait. La charge mentale, elle est vraiment lourde. Donc c'est pour ça que les week-ends, quand on partait à la campagne, on soufflait, quoi. Les enfants, ils étaient dans le jardin avec leurs bottes et leurs gros pulls et tout le monde en revivait en fait. Et le logement était aussi un vrai sujet, hein, parce que réussir à loger donc 6 enfants dans un appartement parisien, ça signifiait avoir quasiment obligatoirement 5 chambres. Parce qu'il y avait une chambre pour la petite dernière, le petit bébé, il y avait une chambre pour la grande, l'aînée de tous, qui avait quand même besoin d'un peu d'indépendance. Et puis après, il y avait les 2 couples de ceux du milieu, plus notre chambre à nous. Et voilà, donc on a passé des gros budgets dans les loyers de nos appartements pendant toutes ces années-là. Et puis aussi l'impossibilité d'acheter à Paris, malheureusement, parce que des appartements de cette taille sont complètement inaccessibles à l'achat, quoi. Heureusement que j'avais donc cette habitude d'avoir toujours déménagé avec mes parents, parce que du coup on a beaucoup déménagé à Paris et donc c'était facile pour moi de tout réemballer, de trier, de refaire les cartons et de recommencer ailleurs. Et c'était même assez à chaque fois excitant du coup. Donc tu me disais, vous avez décidé de trouver une maison à la campagne pour souffler. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ici, pourquoi à Tavers, qu'est-ce qui t'a plu en fait ? Alors quand on a décidé d'acheter une maison de campagne, on a d'abord cherché dans nos régions respectives. Donc Marc, mon nouveau mari, il est auvergnat. Mais l'Auvergne c'était loin. On a visité quelques maisons là-bas, mais malheureusement il y avait trop d'heures de route par rapport à Paris. Et puis les maisons là-bas sont quand même assez sombres, les espaces de vie sont assez petits, donc on n'a pas été séduits. Et puis le Périgord pour moi et l'Italie, forcément c'était impossible. Sur un week-end, on ne pouvait pas atteindre des destinations aussi lointaines. Donc du coup, on a fait une sorte de cahier des charges et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui nous semble important dans une maison de campagne en vivant à Paris et en ayant que les week-ends pour y aller et les vacances scolaires. Et voilà, donc on a fait une petite liste des choses qui nous paraissaient essentielles. Et puis un jour, cette maison, elle est apparue sur les sites de location, d'achat là, immobilier. Et puis elle correspondait à peu près à tous les critères, notamment être près d'une gare. Et là, on a la gare de Beaugency et on est à l'époque, on était encore plus près parce qu'il n'y avait pas d'arrêt à Orléans, mais on était en direct. Donc une gare pas loin, des villes un peu sympathiques à côté. Donc on a Orléans et Blois, on est à mi-chemin entre les 2 villes pour aller faire un peu les boutiques, aller au restaurant, aller au cinéma, regarder un petit peu la ville quand même, pas trop loin. Et puis on voulait aussi que ce soit immédiatement utilisable parce qu'on ne pouvait pas se permettre avec 6 enfants d'avoir des gros travaux. Et puis qu'est-ce qui était important encore pour nous c'était le fait que ça puisse être extensible, c'est-à-dire qu'au cas où ça devienne une maison à laquelle tout le monde serait attaché, on puisse l'agrandir et y accueillir plus tard les enfants avec leur famille, nos petits-enfants, etc. Et donc concrètement à ce moment-là, juste pour qu'on soit un peu plus concret, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ressemblait ta semaine ? C'est-à-dire que tu commençais à je sais pas quelle heure le matin en tant qu'office manager, tu finissais tard et le week-end c'était le moment où tu allais à la campagne. Alors nos semaines, on avait une semaine les enfants, une semaine pas les enfants. Et puis après on a eu cette petite dernière ensemble qui s'appelle Romée. Donc on a eu du coup soit une semaine que la petite dernière, soit tous les enfants. Donc les semaines étaient très 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 différentes. Quand ils étaient tous à la maison, c'était sportif. Il fallait remplir le frigo et les placards. Et voilà, et gérer les devoirs, gérer les téléphones portables. Bon, il fallait être présent et on n'était pas très présent. Voilà, on essayait de rentrer, mais on partait le matin tous les deux après que tout le monde soit à l'école. Donc très souvent, Marc en emmenait un en scout à une école, on emmenait l'autre à l'autre école. Moi, j'en emmenais en scout un autre derrière moi. Lui, il revenait d'emmener ses enfants, il en prenait un à moi aussi. Bref, en une matinée, déjà, on avait déjà fait 5 allers-retours dans les écoles différentes pour emmener tout le monde en classe. Et après, nous, on partait travailler. Donc, on commençait vers entre 9h, 9h15, je pense, 9h30. Et le soir, on avait du mal à terminer avant 20h. Donc, on arrivait tard à la maison et il fallait faire le dîner, gérer les devoirs, voilà, les machines, enfin, comme toute mère de famille, quoi. Et donc, office manager, au total, combien de temps t'as fait ce métier ? Enfin, quels ont été les premiers signaux où tu t'es dit « Non, là, il faut que j'arrête, enfin, ça y est, genre, c'est la fin, je vais changer de vie ». Déjà, les enfants souffraient quand même du fait que, voilà, c'était
c'était lourd à la maison. Quand leur petite sœur est née, il y avait une babysitter quand même qui est venue après le soir la garder parce que au début on a fait l'erreur de leur demander d'être un peu les babysitters faciles. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas une bonne solution, que c'était pas évident pour eux non plus le soir quand ils rentraient d'avoir à la gérer. Donc on a pris une babysitter et puis on sentait au fil des années que l'épuisement venait un peu de tous les côtés, quoi. Donc déjà, je pense que tout doucement dans nos têtes, on commençait à sentir qu'on arrivait au bout un peu d'une façon de vivre. Et puis à chaque fois qu'on partait les week-ends à la campagne, on n'avait aucune envie de rentrer à Paris. C'était de plus en plus flagrant aussi, comme ça nous coûtait de revenir. Et puis on a commencé à réfléchir à comment on pourrait faire pour travailler à distance. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais on avait déjà envisagé éventuellement le télétravail. Pour mon mari, ça aurait été envisageable, mais moi, l'avocat avec qui je travaillais, il voulait pas en entendre parler, il voulait que je sois tous les jours au bureau. Voilà, donc je pense que petit à petit, ça nous a quand même usé cette vie. Et moi, j'ai commencé à avoir des petits signaux d'alerte, notamment un matin où je pense que j'ai fait une sorte de burn-out très court, très fugace. Mais je me suis préparée comme tous les jours, j'étais prête à partir en scout, j'avais mon casque à la main, mon sac à la main, mes chaussures, tout. Et je me suis assise sur la chaise dans l'entrée et j'étais incapable de bouger. J'avais une réunion et tout le monde m'a téléphoné, mais t'es où, t'es en retard? Et je dis, mais en fait, je suis tétanisée. Je peux pas, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à partir. Voilà. Donc je pense que c'était les signes que j'atteignais un peu mes limites. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.